Bonjour à tous, donc on va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui va parler de RMI. RMI pour Remote Method Invocation. Donc le but du jeu ici, ça va être de créer justement des applications client-serveur. Donc on n'est plus sur une simple application monopost, on va avoir un serveur qui va contenir notre modèle ainsi que la façade qui nous permet d'accéder à ce modèle. Et on a un client qui va être un autre programme qui va essayer justement d'appeler des fonctionnalités qui vont être offertes par la façade qui est sur notre serveur. Donc on va voir un peu comment on arrive à mettre ceci en place avec RMI. Donc évidemment, en fait, il peut y avoir des problèmes liés au transfert des données et des objets qui vont transiter sur un réseau. Donc il dit qu'il transite sur un réseau, dit qu'il va y avoir des petites problématiques sur est-ce que c'est réellement le même objet qui transite ou pas, et ainsi de suite. Et on va voir qu'avec RMI, ça propose justement une solution qui permet d'avoir l'illusion qu'on travaille en local et non pas sur une application client-serveur avec un serveur distant en réalité. Donc on dit quand on travaille au local, on a un objet ici, rouge, qui va appeler la méthode M de l'objet vert, et cette méthode M va nous retourner un objet orange. Donc quand on est sur un espace mémoire, un programme normal, tout se passe dans le même espace mémoire et il n'y a pas de problème en fait. Ok, maintenant si on est en RMI, il peut se passer la chose suivante. Imaginons que vert en fait est sur un serveur. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va appeler l'objet rouge chez notre client, va appeler la méthode M de l'objet vert. En fait, cet objet vert est délocalisé sur un autre espace mémoire qui est sur un serveur. On répercute l'appel qui a été fait. Ça nous crée un objet orange qui va être transité sur un réseau et qui va être dupliqué, entre guillemets, qui va arriver sur un autre objet identique à celui-ci, mais qui va être retourné à l'objet rouge. Donc l'objet qui est ici orange n'est pas le même physiquement que celui-ci, étant donné qu'ils sont dans deux espaces mémoire différents, tout comme l'objet vert qui est ici n'est pas exactement l'objet vert qui est côté serveur. Donc ce qui se passe avec RMI, c'est que justement, ça permet d'avoir l'illusion que cet objet-là est exactement le même que celui-ci. Et on pourrait dire l'illusion aussi que celui-ci est exactement le même que celui-ci, sauf que c'est pas tout à fait vrai parce que les adresses qui vont être retournées vont être complètement différentes. Mais en tous les cas, sur les attributs, c'est exactement les mêmes attributs qui vont circuler. Donc les conséquences de ceci, c'est que dans une application client-serveur, notre modèle façade sera donc bien sur le serveur et tous les objets récupérés par le client via RMI ne seront que des copies des objets réellement retournés par la façade côté serveur. Et par contre, tous les objets qui vont être reçus en paramètres par la façade, eux ne sont que des copies finalement des objets originellement créés côté client. Donc ça, il faut juste l'avoir en conscience, il faut juste s'en rappeler de manière générale. Donc l'architecture RMI, il y a deux choses. Donc on a le côté serveur et le côté client. Donc le côté serveur, on se retrouve avec une interface de service qui va extends remote et qui va déclarer des fonctions et méthodes qui vont forcément throw remote exception. Donc ce sont des méthodes qui vont être appelables à distance et qui peuvent éventuellement lever une exception. Côté serveur, on aura aussi également l'implémentation du service qu'on est en train de proposer. Côté client, on va avoir le code client, certes, mais on va aussi avoir la même interface que nous avons côté serveur du service. On n'a pas par contre le code du serveur, on a uniquement l'interface qui nous permettra de communiquer avec le serveur. Donc en vrai, en réalité, ce qui se passe, c'est que là, vous avez le côté client, ici à droite, le côté serveur. Quand vous faites un call côté client, ça appelle une espèce de classe qu'on va appeler un stub, qui implémente l'interface du service qui nous intéresse. Et en réalité, quand on fait ceci, dedans, il y a un petit appel caché via des sockets, grosso modo, qui va communiquer directement avec le serveur pour récupérer l'information codée, qui est codée de ce côté-là. Donc, il s'avère que service IMPL, donc, qui est l'implémentation du service, mais côté serveur, et elle implémente bien donc services qui sont tous les deux remote. Mais grosso modo, on retrouve ici l'espèce d'illusion que ceci qui est là est en fait l'implémentation qui est là, en passant par le skeleton qui est là. Skeleton, pardon. Donc maintenant, on va voir un peu comment tout ceci se fait. Alors nous, qu'est-ce qu'on doit vraiment développer? On doit simplement développer donc le programme qui va appeler l'appel au RMI. On va avoir un côté serveur forcément le service qu'on doit implémenter et évidemment l'interface que l'on doit fournir pour notre service RMI. Par contre, tout le reste maintenant c'est complètement généré automatiquement grâce à des instructions finement choisies.
Donc le client n'accède pas directement au service à proprement dit, en fait, il passe effectivement par une espèce de donc un stub qui va être connecté au skeleton de l'autre côté. Et pour faire ceci, en fait, le client a besoin d'un annuaire. Cet annuaire, en fait, va répertorier tous les services qui sont disponibles, tous les services RMI qui sont disponibles. Donc il faut que le service que l'on veut utiliser soit forcément déclaré au préalable dans ce fameux annuaire. Donc comment ça va se passer en fait pour publier un service dans cet annuaire? On va créer un programme main côté serveur. Dans ce programme main, la première chose que l'on va faire en fait, c'est qu'on va créer une instance du service et le service devrait être soit être une sous-classe de Unicast Remote Object, soit on va grâce à Export Object donner l'instance du service et la transformer pour qu'elle puisse être répertoriée dans notre dictionnaire. Donc une fois ça nous permet de créer notre stub côté serveur. Une fois qu'on l'a, maintenant il faut le publier. Donc pour le publier, on a besoin déjà de créer l'annuaire. Donc grâce à l'instruction locate registry .create registry avec un numéro de port qu'on peut paramétrer comme on veut. Et pour pouvoir le publier enfin, il suffit d'appeler la méthode statique naming.bind avec ici une URI qui nous intéresse et le fameux stub que l'on a créé à l'étape 2 à partir de notre service, l'instance de notre service. Donc encore une fois, tout ça va devenir beaucoup plus clair sur l'exemple. On pourra illustrer tout à l'heure cette phase de publication. Côté client, là, pour le coup, on s'en fout, c'est pas tout à fait le même délire. Tout ce qu'on veut côté client, c'est récupérer notre service. Ça se fait justement en utilisant la méthode statique naming.lookup et on lui donne l'URI sur laquelle on a tout à l'heure déclaré notre service. Là, pour le coup, si on spécifie la même URI, on pourra accéder au service qu'on a déclaré précédemment. Et une fois qu'on a récupéré le service, on va le caster dans le service qui nous intéresse et on va pouvoir du coup appeler toutes les méthodes du service, toutes les méthodes offertes par le service. Donc on va retrouver grosso modo 4 projets à gérer finalement quand on va créer un projet, une application client-serveur. On va avoir tout d'abord une librairie qui va contenir l'interface du service RMI que l'on veut mettre en place. On va avoir une librairie qui va gérer notre modèle de notre application. On va avoir un projet qui va gérer en fait le serveur de manière générale, c'est-à-dire l'implémentation du service, ainsi que un programme qui va publier le service. Donc en fait, le serveur va forcément utiliser la librairie de l'interface du service qui, elle, va probablement utiliser la librairie du modèle. Et enfin, on aura un projet Maven pour le client qui va utiliser la librairie service qui utilisera probablement la librairie modèle. De toute façon, encore une fois, on va illustrer ceci sur un exemple juste maintenant. Donc là, on va partir sur notre application d'échecs en ligne. Donc on va pas s'extasier maintenant. Elle va être on va dire éclaté au sol. Notre version, ça va être une petite version d'application où on est juste capable de créer une partie et de rejoindre une partie. Donc on retrouve les 4 blocs qu'on a mentionnés tout à l'heure. On a ici notre modèle, donc un projet Maven, grosso modo, dans lequel on va voir la façade et toutes les exceptions qui sont liées à notre façade, plus les objets métiers, évidemment. On va le voir tout à l'heure en illustration. On va avoir notre service qui va contenir l'interface du service. Donc on voit qu'ici le service va dépendre de notre modèle. Alors pourquoi il dépend de ce modèle? Parce qu'en particulier, il va avoir grosso modo une interface de service qui va être quasiment la même que celle de la façade et qu'en plus il sera capable de retourner des exceptions qui sont des exceptions métiers, donc définies dans le modèle. On retrouve donc 2 blocs, le client qui dépend uniquement du service et le serveur qui va dépendre du service et qui va implémenter son service. Alors il va non seulement l'implémenter, mais on va avoir aussi une classe qui va permettre de publier ce fameux service. Donc on va retrouver ces 4 blocs tout de suite. Donc là on est sur le modèle. Donc dans notre modèle nous avons notre façade. Notre façade échec online est composée ici de 4 fonctions ou méthodes. Une qui permet de créer une partie
et qui va nous retourner une chaîne aléatoire, une qui permet de rejoindre une partie en fonction d'un code de partie et du nom d'un joueur, et du coup il y a trois comportements, soit tout va bien, soit il y a un code de partie qui est inexistant, soit il manque une donnée. On a une fonctionnalité de getParty qui permet de récupérer une partie à partir d'un code de partie, et nous avons la possibilité éventuellement de questionner pour savoir si la partie est commencée ou pas. On retrouve ici donc les différentes exceptions dans notre modèle, et on retrouve également l'implémentation réelle, donc elle ne nous intéresse pas forcément pour le coup. Et ici un objet partie qui va simplement stocker le créateur de la partie, celui qui est censé le rejoindre, enfin qui va le rejoindre, ainsi que l'identifiant aléatoire de la partie. Ok, maintenant on va voir ce qui se passe côté librairie. Alors la librairie de notre service. Donc dans notre service, que je vous disais tout à l'heure, on retrouve quelque part les mêmes fonctionnalités. Donc pas tout à fait, hein, ici on a juste la création, on a juste le rejoindre une partie, et est-ce que la partie est prête actuellement. On voit que quasiment c'est quasiment la même tête, hein, que notre facette tout à l'heure. D'accord. On voit qu'il y a la méthode, l'exception remote exception qui apparaît tout le temps, systématiquement en plus. Mais les autres erreurs sont des erreurs métiers. Donc c'est pour ça qu'il y a une dépendance quelque part entre ce projet-là, Maven, et l'autre. Donc dans le pom.xml, vous devez préciser effectivement que vous utilisez ce projet-là, le modèle. Ok. Donc voilà tout. Là, dans ce projet donc service, on n'a que la déclaration de notre service pour le moment. Maintenant, on s'intéresse au bloc serveur, et donc dans le bloc serveur, on retrouve deux choses. On retrouve l'implémentation du service IMPL, donc le service qu'on a déclaré tout à l'heure ici même, et on va avoir un programme qui permet de publier notre service à proprement parler. Donc dans le service IMPL, on retrouve la définition de toutes les méthodes, et il s'avère qu'ici, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va stocker dans notre service IMPL une instance de façade d'échec online. Et à chaque fois qu'on va appeler une méthode création partie, rejoindre partie, et ainsi de suite, on va déléguer le traitement à notre façade. Donc ici, par exemple, création partie, on va demander à notre façade de créer la partie. Pour rejoindre la partie ici, on va demander à notre façade de rejoindre la partie en lui passant les mêmes paramètres. Si bien que s'il y a un souci, ça va être levé par, quoi qu'il arrive, l'exception va être levée par notre façade réelle côté serveur. Donc on a la même chose pour est partie prête et toutes les méthodes que l'on a déclarées dans notre service. Donc on se rend compte que service IMPL implémente service, mais il étend également unicast remote object. En quoi ceci c'est intéressant? C'est intéressant parce que ça nous permet justement d'être capable de publier ce service de la façon suivante. On a la classe runServer qui est là, qui est cachée dans un package run. Donc ici on crée un registry. Donc on fait un locate registry.create registry, donc là c'est 3131. Donc sur le port 3131, sous-entendu localhost. Une fois qu'on a créé notre registry, annuaire, on peut alors déclarer le fait qu'on va associer à rmi://localhost:3131 et /échec online l'objet service IMPL que l'on vient de définir, donc avec le port 3131 également. Du coup, vous êtes en train d'associer, donc c'est un mapping qui est fait entre une URI, quelque part, et un objet, donc unicast remote object, qui permettra justement d'accéder au service. Et une fois que ceci est fait, on va donc afficher le serveur est en place. Donc côté client, le dernier bloc qui nous manque, c'est le fait de pouvoir justement accéder à ce service. Donc pour pouvoir accéder à ce service, vous avez juste ici à créer une variable service et appeler la méthode statique naming.lookup, et vous lui donnez le même chemin que vous avez précisé tout à l'heure lors de la publication de votre service. Une fois que vous avez ceci, vous le castez en tant que service, l'interface qui vous intéresse, encore une fois, l'interface de notre service à nous. Donc qui s'appelle service, il n'y a pas de... c'est celle-ci. Une fois que vous l'avez fait, vous pouvez utiliser l'objet service comme s'il était local. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que ça donne l'illusion de travailler localement, parce qu'une fois qu'on arrive ici, on demande justement de faire service.creationPartie avec Yo4n. On récupère notre code partie, on demande on fait un service.rejoindre partie avec Magnus par exemple.
qui va prendre le code de la partie et va essayer de rejoindre. Et on va pouvoir enfin retourner si la partie est prête ou pas. Donc normalement, on devrait afficher en fait la partie est prête à jouer. Ok. Alors, on va voir un peu comment ça fonctionne. Je vais l'exécuter ici. On va tout d'abord lancer notre serveur. Donc pour lancer notre serveur, vous allez dans Run Server et vous exécutez le serveur. Donc là, vous allez voir, normalement, le serveur est en place et en fait, il boucle. Il se stoppe pas en fait. On voit qu'il est toujours en run. On va se rendre sur notre client qui est là. Donc on retrouve le code que je viens de vous présenter juste avant. On va exécuter notre client. Hop, on va voir ce qui s'est passé. Donc là, on voit qu'il a récupéré l'identifiant de la partie l'identifiant aléatoire de la partie et qui nous a dit est prête à être jouée. Donc comme c'était prévu ici. Donc là, ça veut dire que non seulement bon, on a bien fait appel à notre modèle qui est loin et pour lequel on a justement créé une partie. Il y a un utilisateur qui a rejoint la partie et on a simplement vérifié si la partie était prête ou pas. Ok. Et c'est tout? Bah non, pas vraiment en fait. Pourquoi? Parce que ici, pour l'instant, ce qui se passe, les types qui vont transiter entre le serveur et le client, ce sont que des types basiques, hein, des strings, des booléens, des integers et ainsi de suite. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut faire autre chose que des strings, des booléens? Oui, tout à fait, on peut. À partir du moment où l'objet qui circule est sérialisable. Donc il y a deux solutions en fait pour pouvoir manipuler relativement facilement ce genre de choses. Il y a soit on maîtrise la sérialisation, soit on passe par des objets qu'on appelle les Data Transfer Objects ou DTO, qui sont grosso modo des copies des objets métiers. Donc ce sont des copies qui n'existeront que le temps du trajet en fait. Et du coup le client ne va recevoir que des copies d'objets. Des vraies copies pour le coup, qui n'ont pas forcément tout à fait les mêmes champs que l'objet qui était qui était censé circuler par exemple. Donc on va faire un petit exemple ici rapidement parce que on peut constater que dans notre service qui est là, hop, il nous manquait justement, il y avait une quatrième fonctionnalité qu'on pouvait ajouter. Alors laquelle? C'était celle-ci. Échec online, alors modèle. C'est celle qui nous permet de récupérer la partie qui est là. Donc on va créer la même chose. Hein. Tac, je vais copier ce code. Je vais l'ajouter à notre service qui est là. Et donc là, c'est pas une partie que je vais faire circuler sur le réseau, mais ça va être une partie DTO qui n'existe pas. D'accord? Donc là, il faut aussi que je lui précise que ça va lever Remote Exception. Donc ce partie DTO, je vais simplement le créer ici. Je vais créer un petit package que je vais presque. Un petit package que je vais appeler DTO. DTO. Ok. Et du coup, je vais créer la classe DT partie DTO. Ok, donc dans partie DTO, alors ça va être une pure. Alors là pour le coup c'est exactement la même chose, mais justement pour éviter d'avoir exactement la même chose, je vais simplement dire que je vais faire un private string. Oups. Donc créateur, private string invité, et je vais pas mettre en fait l'identifiant de la partie. Du coup, je vais faire un generate constructeur doc. Je vais créer un generate constructeur vide aussi. Ok. Et enfin, je vais créer des getter setter. Ok. Donc là, il me dit qu'il y a un problème. C'est celui-ci, mais c'est pas un problème. Ok. Donc une fois que j'ai mes DTO qui sont là, pas de problème. Ce que je vais faire, c'est que j'ai plus qu'à
créer ceci côté serveur, justement cette implémentation de mon service. Alors je vais déjà dans un premier temps installer ma modification, parce que j'ai quand même modifié le service qui est ici, donc il faut que je l'installe. On va voir si ça se passe pas trop mal. Ok, c'est installé, pas de problème. Maintenant on va aller côté serveur. Donc là, on n'est plus trop OK parce que effectivement, il y a une nouvelle méthode qui a été implémentée. Donc on va aller voir ce qui ne va pas. Donc la nouvelle méthode, effectivement, c'est getParty. Donc là, si on fait, si on appelle simplement this.facade.getParty, ça marche pas parce qu'en fait, ceci retourne une partie et ceci prend une partie des DTO. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement dire OK. On récupère la partie réelle. Partie. Hop. Et une fois qu'on l'a trouvé, en fait, on va retourner un new partie DTO. Et on va lui passer du coup le nom du créateur. Donc c'est partie. .getCreator et le partie.getInvité par exemple. Ok, simplement ceci. Petit truc que j'ai oublié aussi de faire tout à l'heure, on a dit il faut que ça soit sérialisable impérativement. Et là pour le coup je ne l'ai pas précisé. Donc il est important de mettre ici que le type qui circule en RMI soit serializable. Serializable. Hop là. Ça, c'est indispensable pour éviter qu'il y ait des problèmes de sérialisation, désérialisation. Donc là, on est sur des types classiques, primitifs. Donc il n'y a aucun souci normalement pour la sérialisation. Ok, donc par précaution, je vais installer ceci. Je vais du coup aller côté serveur. Bon là, faut que je le stoppe évidemment, parce que les choses ont changé ici normalement. Je vais pouvoir normalement l'exécuter simplement. Ok. Maintenant, on va côté client. Ici. Et on est censé simplement, par exemple, on va récupérer la partie. Hop. Tac. Donc ça va être service.getParty qui est là, qui s'appelle getParty. Donc on va essayer de l'exécuter et voir ce que cela donne. Et donc on voit qu'on a bien le DTO ici qui a été récupéré avec donc le code de la partie. Ensuite, on peut même, si vous voulez, alors du coup non, ça va pas marcher parce que là ça va être, on va essayer de recréer une autre partie. D'ailleurs, on peut essayer, ça peut être cool. Non, bah là ça lui a pas posé problème de toute façon. Oui, parce qu'il s'en fout en fait que lui ait déjà créé une partie ou pas en fait. Oui, d'accord. On a juste créé une nouvelle partie avec un nouvel identifiant, donc ça ne pose strictement aucun problème. Ce que je voulais faire du coup, c'était le lancer en mode debug. Hop. Pour voir effectivement qu'on va avoir le code partie. Ah oui, mais j'aurais dû le stocker. Oh, décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Je vais prendre ceci. Je vais extract introduce variable. Ok. Et on relance en mode debug. Là, du coup, on va devoir s'arrêter. On va pouvoir accéder à l'objet partie qui est là et qui contient le créateur et son invité. Voilà, donc j'espère que c'est... Enfin, non, c'est pas tout à fait fini. Donc, en résumé, on va se retrouver avec 4 blocs. Le premier bloc, ça va être le bloc service, dans lequel on va avoir l'interface du service et tous les data transfer objects qui vont circuler.
Vous aurez donc une librairie pour votre modèle avec toutes les exceptions métiers ainsi que les objets métiers et la façade, indispensable. Vous avez donc le côté serveur avec l'implémentation du service RMI et une classe qui permet de publier votre service. Et enfin, vous devez avoir votre client qui va utiliser la librairie service et du coup, par la même occasion, la librairie du modèle. D'ailleurs, vous pouvez vérifier justement que côté client, ce qui se passe en réalité, c'est que si vous regardez dans les dépendances externes, vous avez effectivement le service, mais également le modèle. Alors que dans le pom.xml, si on jette un petit coup d'œil, j'ai simplement demandé le service. Mais comme le service dépend du modèle, du coup, on retrouve les deux dépendances ici qui apparaissent dans les librairies utilisées. J'espère que ce petit tuto va vous aider pour faire de belles applications client-serveur en RMI et on se retrouve pour d'autres problématiques bientôt en vidéo. À bientôt!